Dans mes vidéos et sur les réseaux sociaux, je défends souvent le glyphosate, en disant qu'il ne comporte pas de risque pour la santé. Et je reçois souvent des invitations à en boire un verre pour prouver mes affirmations, et je suis loin d'être le seul. Je fais donc cette vidéo afin de vous prouver que non, le glyphosate ne comporte pas de risque. Alors j'ai avec moi cette solution de Roundup, alors c'est pas du tout un placement de produit, qui contient 0,7% de glyphosate, c'est pas énorme vu que c'est une solution prête à l'emploi. Les solutions concentrées généralement elles sont autour de 20-30% et il y a des solutions super concentrées qui vont jusqu'à 50%. Je vais donc me servir un petit verre. Voilà, on a à peu près 20 centilitres là. Et vous avez peut-être vu cette vidéo de ce lobbyiste de Monsanto qui dit qu'on peut boire un verre de glyphosate, et puis quand on lui propose de le faire, il refuse en disant « je ne suis pas stupide ». Bon, premièrement, pour autant qu'on sache, cet homme, c'est pas un lobbyiste de Monsanto. Il s'agit de Patrick Moore, membre de la première heure de Greenpeace. Et s'il fait bien du lobbying, notamment pour le riz doré, mais aussi pour des industries comme celle du nucléaire ou du charbon, rien ne permet d'affirmer qu'il soit lié d'une quelconque manière à Monsanto. Mais surtout, même s'il se décrédibilise un peu en disant qu'il est prêt à boire un verre de glyphosate avant de dire qu'en fait non, eh ben, il a pas tort. Boire un verre de glyphosate, c'est stupide. Et le proposer à quelqu'un car il défend que le glyphosate est sans risque n'est pas pertinent. Car encore une fois, on parle de risque. C'est-à-dire qu'on ne se demande pas juste s'il pourrait techniquement être néfaste, mais on se demande s'il l'est à des expositions réelles. N'oubliez pas, généralement, la dose fait le poison. Un verre entier d'une solution de glyphosate, tout d'abord, ça ne représente pas ce qui est utilisé par les agriculteurs, car le produit est dilué. Alors moi j'ai de la chance, mon produit il est déjà dilué. Mais surtout, c'est très loin des doses pertinentes auxquelles vous êtes exposé en tant que consommateur. Dans les denrées alimentaires, des limites sont fixées par les agences de sécurité sanitaire. Pour le glyphosate, c'est l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui a fait ce travail en Europe. Les experts de l'agence ont analysé les résultats de nombreuses études scientifiques, afin d'en déduire une dose sans effet toxique observable, la DSE, ou NOAEL en anglais, c'est-à-dire la dose jusqu'à laquelle on n'observe aucun effet toxique du produit, et au-delà de laquelle le produit peut poser un risque sanitaire. Pour le glyphosate, cette valeur a été déterminée à 100 mg par kilo de poids du corps chez des rats, et à 50 mg par kilo de poids du corps chez des lapins. Cette deuxième valeur a été prise en compte par la suite car elle est la plus faible. En extrapolant directement cette valeur à l'homme, un individu de 60 kg normalement constitué pourrait donc consommer 3 g de glyphosate par jour, sans aucun effet toxique. Mais comme on l'a vu, la DSE elle est variable. Chez le lapin, elle est 2 fois plus faible que chez le rat, alors chez l'humain, elle pourrait être encore plus faible. Et puis même si la DSE était la même, la quantité de glyphosate qu'on consommera ne sera pas forcément la même tous les jours. Des fois, on pourra en consommer 2 grammes et d'autres 4 grammes. Et là, ça posera des problèmes parce qu'on dépasse la DSE. Alors pour s'assurer que cette dose ne soit pas atteinte, ni dépassée, l'EFSA prend une marge, une grosse marge, d'un facteur 100. Et pour certains produits, c'est même un facteur 1000. Et avec cette marge, il fixe la dose journalière admissible, DJA. Dans le cas du glyphosate, l'EFSA l'a fixé à 0,5 mg par kilo de poids du corps. Un individu de 60 kg normalement constitué peut donc consommer 30 mg de glyphosate par jour. Et si ça dépasse un peu, les marges prises nous permettent d'être sûrs que ça posera peu de problèmes. Mais la DJA, elle correspond à une dose à laquelle on est exposé via tout ce qu'on consomme. Pour s'assurer que les doses retrouvées dans notre alimentation ne nous fassent pas dépasser la DJA, on fixe des limites propres à chaque aliment. Les limites maximales de résidus, LMR. En Europe, elles sont fixées par la Commission européenne. Alors évidemment, tout le monde n'a pas le même régime, mais ces LMR sont déterminés pour un régime moyen, pour un individu moyen de 60 kg, et différents régimes sont testés. Et là encore, on prend une marge. On calcule ensuite l'apport journalier maximum théorique, AJMT, qui correspond à la somme de toutes les LMR pondérées par la proportion moyenne de la denrée dans le régime. Et on s'assure que cet AJMT ne dépasse pas la DJA. Et si ça dépasse, alors on réévalue les LMR. Et donc, par la suite, on recalcule la JMT jusqu'à ce que la JMT ne dépasse pas la DJA. Ou alors, on n'autorise tout simplement pas le produit. Dans la dernière revue des LMR pour le glyphosate de l'EFSA en avril 2018, le régime pour lequel la JMT était le plus élevé atteignait seulement 10% de la DJA. Prenons ce verre que je viens de me servir. Alors c'est une solution qui contient 0,7% de glyphosate, donc dans ce verre de 20 centilitres, j'ai 1,4 g de glyphosate. Maintenant, comparons un aliment de tous les jours, disons du blé, qui constitue une bonne part de mon régime. La LMR pour le glyphosate dans le blé, elle a été fixée à 10 mg par kilo. C'est une des plus élevées pour le glyphosate, pour un produit très consommé. En considérant que je consomme du blé qui est à cette limite de 10 mg par kilo, il faudrait que je consomme 140 kg de blé pour atteindre les 1,4 g de glyphosate de ce verre.
Et j'ai bien précisé qu'il faudrait que ce blé atteigne la LMR, car en réalité, les aliments atteignent rarement la LMR, ils sont bien souvent en dessous. Chaque année, l'EFSA publie un rapport dans lequel elle analyse les résidus de pesticides dans l'alimentation. Dans le rapport de 2018 sur les données de 2016, 50,7% des aliments étaient sous la limite de quantification, c'est-à-dire qu'ils ne contenaient pas de résidus de pesticides, ou que s'ils en contenaient, c'est à des doses tellement infimes qu'on est incapable de les détecter. 45,5% contenaient des résidus, mais en ne dépassant pas les LMR, et on a donc 3,8% qui dépassent les LMR. C'est problématique. Mais avec les différentes marges prises, et vu qu'on ne consommera pas que cet aliment, mais aussi d'autres aliments qui, eux, sont en dessous des LMR, ce dépassement, il ne pose pas vraiment de risque pour la santé. Surtout que ces dépassements sont une toute petite partie des produits analysés. Et les produits qui sont mis en cause sont retirés du marché. Par ailleurs, pour le glyphosate, 96,4% des produits en sont exempts, ou dans des quantités si faibles qu'elles ne sont pas quantifiables, et seuls 0,28% dépassent la LMR. Mais plutôt que les LMR, prenons plutôt des concentrations réelles. Pour cela, j'ai choisi d'utiliser les travaux de l'association Génération Future, qui milite contre les pesticides, et qui fait de temps en temps des analyses de la concentration des pesticides dans les aliments, en présentant les résultats de façon alarmiste, le tout repris dans les médias de façon tout autant alarmiste. En 2017, on pouvait donc lire dans les médias qu'on consommerait du glyphosate dès le petit déjeuner, dans nos céréales. Alors en fait, la moitié des échantillons testés ne contenaient pas de glyphosate, et l'aliment qui en contenait le plus, c'est des lentilles vertes, qui en contenaient 2,1 mg par kilo. La LMR pour les lentilles, elle est la même que le blé à 10 mg par kilo. On est donc 5 fois en dessous de la LMR. Mais revenons à notre verre de glyphosate. Avec 2,1 mg par kilo de glyphosate dans des lentilles, il faudrait manger 600 kg de lentilles pour avoir autant de glyphosate que dans ce verre. Mais le glyphosate, il n'est pas trouvé uniquement dans l'alimentation, on le trouve aussi dans l'eau que l'on boit. Génération Future ont aussi réalisé des analyses de la concentration de glyphosate dans les urines. Ces analyses ont été étudiées par Bunker D qui compare ces concentrations aux normes sanitaires, et je vais me baser ici sur son travail, que je vous invite fortement à aller regarder. Mais on y reviendra un petit peu après. Pour le moment, retenons qu'à partir des concentrations dans les urines, ils font une comparaison avec la concentration maximale admissible pour un pesticide dans l'eau potable, qui est de 0,1 microgramme par litre. On ne s'attardera pas sur le fait que, contrairement à l'eau potable, l'urine n'est pas destinée à être bue, mais attardons-nous plutôt sur cette concentration maximale admissible. En réalité, ce chiffre n'est pas un seuil sanitaire, il s'agit d'un simple seuil administratif, qui est le même pour tous les pesticides. Au-delà de ce seuil, on se trouve dans une situation de non-conformité NC0 ou NC1 si le seuil est dépassé pendant plus de 30 jours. Ces situations ne présentent pas de risque sanitaire. En revanche, la situation NC2, elle pose un risque sanitaire. Et le seuil qui définit cette situation NC2, c'est ce qu'on appelle la valeur sanitaire maximale, Vmax. Notons que seulement 0,1% des eaux sont dans cette situation NC2 et qu'elles alimentent seulement 0,005% de la population. Pour le glyphosate, la Vmax est de 0,9 mg par litre, soit 9000 fois la concentration dont se sert Génération Future. Pour atteindre les 1,4 g de glyphosate dans ce verre, il faudrait consommer 1500 litres d'eau à ce seuil. Et encore une fois, c'est en supposant que l'eau atteigne ce seuil. Quand on regarde les statistiques du ministère de la Santé de 2014, seulement 0,25% des eaux en situation NC1 ou NC2 le sont à cause du glyphosate. On a 3,8% des eaux en situation NC1 et 0,1% en NC2, ça fait donc 0,01% des eaux du robinet total qui sont dans cette situation à cause du glyphosate. Et elles alimentent seulement 0,001% de la population. Alors dans ces chiffres, il n'y a pas que le glyphosate à regarder, il y a aussi son principal produit de dégradation, la MPA. La toxicité de la MPA, elle est considérée comme similaire à celle du glyphosate, et ici on va omettre le fait que la MPA ne provient pas uniquement de la dégradation du glyphosate. Pour la MPA, c'est 0,024% des eaux qui sont en NC1 ou NC2 à cause de ce dernier, et elles alimentent 0,008% de la population. Vis-à-vis du glyphosate et de la MPA, on a donc 99,966% des eaux qui sont sous le seuil de 0,1 microgramme par litre. Ce verre qui contient 1,4 g de glyphosate, il correspond donc à 14 millions de litres d'eau potable. Et encore une fois, 99,966% des eaux potables sont sous ce seuil. Mais malheureusement, les chiffres exacts ne sont pas disponibles. Mais regarder aliment par aliment ou uniquement l'eau, c'est pas vraiment comparable à notre exposition quotidienne, car on ne se nourrit pas uniquement de lentilles et l'eau que l'on boit aura des concentrations variables. Il est donc pertinent de comparer avec la DJA. On a vu que pour le glyphosate, elle est de 0,5 mg par kilo de poids du corps et qu'un individu moyen de 60 kg peut donc en consommer 30 mg par jour. Dans notre verre, il y a 1,4 g de glyphosate. Ça correspond donc à ce qu'on pourrait consommer en 46 jours. Mais encore une fois, c'est supposé qu'on atteigne la DGA tous les jours.
Comme je l'ai dit, la plupart des aliments sont bien en dessous des LMR et on est ainsi très loin d'atteindre la DGA. Pour voir quelle est notre exposition quotidienne, revenons aux analyses d'urine de génération future. Cette méthode elle a été utilisée récemment par Envoyé Spécial et leur glyphotest, par lequel ils ont analysé la concentration de glyphosate dans les urines d'une trentaine d'individus, dont des célébrités comme Lilian Thuram, Jamel Debbouze ou encore Julie Gaillet. Cette dernière est celle chez qui la concentration en glyphosate dans les urines est la plus élevée, 1,26 microgrammes par litre. Encore une fois, je vais me baser ici sur le travail de Bunker Day. Alors déjà que le glyphosate se trouve dans les urines, c'est rassurant, ça montre qu'il est éliminé par le corps, au moins en partie. Et les travaux de l'EFSA et de l'OMS confirment qu'il est bien éliminé à plus de 99% en 7 jours. Et avant de se retrouver dans les urines, le glyphosate il doit passer dans le sang. Et différents travaux montrent qu'environ 20 à 40% du glyphosate ingéré est absorbé et passe dans le sang. Le reste, il est directement éliminé dans les selles. Bunker Day choisit dans ses calculs la valeur la plus faible, 20%, qui permet de surestimer la quantité de glyphosate ingéré et de considérer le cas le plus problématique. Ces 20%, ils sont ensuite filtrés par les reins et ils sont éliminés dans les urines. En estimant que Julie Gaillet va au petit coin de manière normale, c'est-à-dire 1,5 à 2 litres par jour, et même en surestimant un peu pour être sûr, prenons 2 litres par jour. Il y avait 1,26 microgrammes de glyphosate par litre dans les urines de Julie Gaillet, donc sur 2 litres, ça veut dire 2,52 microgrammes qui se trouvaient dans son sang. Comme seulement 20% sont absorbés, ça veut dire qu'il y a 80%, 10,08 microgrammes, qui n'ont pas été absorbés, pour un total de 12,6 microgrammes de glyphosate ingérés au total. En absorbant 12,6 microgrammes de glyphosate par jour, ce verre de glyphosate, il correspond à la quantité totale ingérée en plus de 100 000 jours, soit environ 300 ans. Si je devais boire un verre équivalent à ce qu'a consommé Julie Gaillet en un jour, alors je devrais boire 2 microlitres de cette solution. Pour vous donner une idée, 2 microlitres, c'est ça. Mais arrêtons de comparer à ce verre et revenons à une valeur qui est pertinente au niveau sanitaire, la DGA. Pour le blé, ce verre était équivalent à 140 kg de blé, mais comparé à la DGA, il faudrait consommer chaque jour 3 kg de blé au seuil réglementaire pour l'atteindre. En regardant les concentrations réelles avec les lentilles, c'est 14 kg de lentilles pour atteindre la DGA. Pour l'eau qui est à 99,966% sous 0,1 microgramme par litre, c'est 300 000 litres d'eau qu'il faut boire. Et la quantité consommée par Julie Gaillet, elle correspond à 0,04% de la DGA, en supposant que Julie Gaillet pèse environ 60 kg. Concrètement, il faudrait ingérer chaque jour 2000 fois ce qu'a ingéré Julie Gaillet pour atteindre la DGA, et de 100 000 fois pour atteindre la DSE. Et même en atteignant la DSE, on n'est pas certain d'avoir un effet toxique. C'est avec ces valeurs-là qu'il faut comparer, et pas avec une concentration dans l'eau potable qui n'est pas sanitaire. Mais la DSE, la DGA, les LMR, tout ça c'est pour des expositions chroniques, au quotidien. Si je bois ce verre, c'est une exposition ponctuelle, aiguë. Et pour ce genre d'exposition, il y a d'autres valeurs qui sont importantes. Premièrement, la dose létale 50, DL50. C'est la dose à laquelle 50% des individus testés meurent. En gros, en consommant cette dose, on a 50% de risque de mourir. Cette DL50, elle est de 5,6 g par kilo de poids du corps chez le rat, 3,5 chez la chèvre et entre 1,5 et 10 chez la souris. Prenons la plus petite valeur pour être sûr, 1,5 g par kilo. Et même prenons une petite marge, disons 1 g par kilo. Moi, qui pèse 75 kg, que du muscle, consommer 75 g de glyphosate a donc une chance sur 2 de me tuer. Avec ce verre, je suis donc largement en dessous. Revenons à Patrick Moore. Ce qu'il dit, c'est que de nombreuses personnes ont tenté de se suicider avec des herbicides à base de glyphosate et qui n'y sont pas parvenus. Un article publié dans Human and Experimental Toxicology en 1991 rapporte 4 cas d'empoisonnement volontaire, donc des tentatives de suicide, avec des herbicides contenant du glyphosate. Sur ces 4 cas, seule une en est morte, après avoir bu 20 à 25 centilitres d'une solution concentrée, équivalent à 72 à 92 grammes de glyphosate, ce qui correspond à peu près à la DL50 que j'ai estimée. Elle a été retrouvée à moitié inconsciente et amenée aux urgences. Son état s'est rapidement détérioré jusqu'à ce qu'elle tombe dans le coma et fasse un arrêt cardiaque et respiratoire. Un autre cas a immédiatement vomi ce qu'il avait avalé et n'a eu aucun effet après sa prise en charge aux urgences. Troisième cas, c'est une adolescente de 15 ans qui a avalé 50 à 100 ml de Roundup concentré, contenant approximativement entre 18 et 36 grammes de glyphosate. Pareil, urgence, vomissement, etc. Le lendemain, elle a de la fièvre et on lui diagnostique une pneumonie d'inhalation. C'est-à-dire que quelque chose qui ne devait pas être là est entré dans ses poumons. Donc, soit le Roundup lorsqu'elle l'a avalé, soit son vomi quand elle le vomissait. Après 3 jours de traitement, elle était guérie. Et pour le dernier cas, c'est un peu plus compliqué. Lui, il a avalé 235 ml de glyphosate, c'est très précis, contenant environ 85 grammes de glyphosate. Contrairement aux autres, il n'a pas été à l'hôpital directement. Il a commencé à avoir la diarrhée, des vomissements, il était léthargique, mais il a dit à sa famille que ce n'était rien, probablement la grippe.
Il a quand même fini par être ausculté par un médecin et il a été admis à l'hôpital 36 heures après ingestion. Ses vomissements continuent, il n'urine plus, il est déshydraté, en hypotension, il fait de la tachycardie, etc., etc. Il finit par être en insuffisance rénale et il est transféré dans un autre hôpital 60 heures après ingestion. Il y restera plusieurs semaines jusqu'à disparition de ses symptômes et il sera par la suite transféré dans un institut psychiatrique afin de traiter la dépression qui l'a poussé à tenter de mettre fin à ses jours. Une autre étude rapporte le cas d'une femme de 44 ans qui a aussi tenté de se suicider avec 20 ml de glyphosate. Ici, la concentration n'est pas précisée. Elle n'est pas morte sur le coup et 12 jours plus tard, elle se présente aux urgences avec une fièvre et des douleurs musculaires. Les analyses finissent par trouver qu'elle fait une bronchopneumonie, une inflammation des bronches, causée ici par une bactérie du genre Clostridium. Cette bactérie, elle est présente naturellement dans notre système digestif, mais ici, l'herbicide a probablement endommagé la paroi intestinale, ce qui a causé un passage de la bactérie dans le sang. Bref, vous avez compris, boire un verre de glyphosate, c'est pas une bonne idée. Et même si ce verre est bien en dessous de la DL50, je ne me risquerai pas à le boire. Et pour cause, si je suis sous la DL50, je suis au-dessus de la seconde valeur importante pour une exposition aiguë, la dose aiguë de référence. La dose aiguë de référence, c'est la norme sanitaire qui s'applique pour des expositions aiguës. Elle est calculée comme la DJA à partir d'une DSE, mais en s'appuyant cette fois sur des études à court terme, là où la DJA est basée sur une exposition à long terme. Et pour le glyphosate, il s'avère que la DARF est fixée comme la DJA à 0,5 mg par kilo de poids du corps. Pour moi qui pèse 60 kg, la DARF est donc de 37,5 mg. Avec les 1,4 g de ce verre, je suis donc 37 fois au-dessus. Si je n'en meurs pas, boire ce verre me fera probablement pas du bien. Et encore, j'ai de la chance parce que c'est une solution diluée. Un verre équivalent à une solution concentrée contient de quoi vous faire passer un mauvais quart d'heure. Mais proposer de boire un verre de glyphosate, ça n'a aucune pertinence. Premièrement, parce que c'est une exposition aiguë, alors qu'un consommateur est exposé chroniquement. Deuxièmement, car cela correspond à des doses bien supérieures à ce qu'on est exposé au quotidien. Et même avec une solution diluée, un verre correspond à 300 ans d'exposition quotidienne. Et enfin, parce que le glyphosate n'est pas fait pour ça. C'est un produit phytosanitaire. Tout comme l'eau de javel ou le liquide vaisselle sont des produits d'entretien, et qu'il ne vous vient pas à l'idée d'en boire un verre pour vérifier si c'est bien sans risque. Et pourtant, vous en consommez probablement des traces équivalentes aux traces de glyphosate dans votre alimentation. Le glyphosate, et a fortiori les formulations à base de glyphosate, sont dangereuses. Mais pour voir un tel effet, il faudrait consommer des quantités bien plus élevées que celles auxquelles on est exposé. C'est pour cela que si ces produits sont dangereux, on en conclut qu'aux doses réelles auxquelles on est exposé, ils sont sans risque. Et j'ai parlé ici du glyphosate, mais c'est la même chose pour tous les produits phytosanitaires. On l'a vu avec les chiffres de l'EFSA, on a seulement 3,8% des cas qui dépassent la LMR, et ce dépassement est loin de nous faire atteindre la DJA, et encore moins la DSE. Mais je vois venir certains d'entre vous avec l'effet cocktail. L'effet cocktail, c'est quand l'effet de deux produits ensemble n'est pas le même que ce qu'on prédirait par la simple somme de leurs effets isolés. Il peut y avoir ce qu'on appelle une synergie, et la présence des deux composés à la fois a un effet plus important. Sauf que cet effet de synergie, il est loin d'être systématique, et il est aussi loin d'être aussi important qu'on pourrait penser, surtout à des doses aussi faibles. Dans tous les cas, les agences sont bien conscientes de cet effet cocktail, et elles travaillent à une meilleure intégration de celui-ci dans leur régulation. Néanmoins, vu les marges de précaution qui sont prises et les quantités infimes retrouvées dans l'alimentation, l'effet cocktail est loin de causer une réelle préoccupation sanitaire. Alors en plus de l'effet cocktail, on entend aussi parler d'effets à faible dose, notamment l'effet perturbateur endocrinien. Tout d'abord, dans le cas du glyphosate, suite à l'évaluation des risques par l'EFSA en 2015, ils ont remarqué des signes potentiels d'une perturbation endocrinienne dans une étude qui soulevait une inquiétude. Ils ont donc repris des études spécifiques à cet effet perturbateur endocrinien, en se basant sur le programme de détection des perturbateurs endocriniens de l'EPA, l'Agence américaine de protection de l'environnement. Contrairement aux études précédentes, celles-ci elles sont réalisées spécifiquement pour la détection d'un effet perturbateur endocrinien. Et dans ce rapport de 2017, l'EFSA conclut que le glyphosate n'a pas d'effet perturbateur endocrinien. Et pour l'ensemble des produits évalués, ce genre d'effet est pris en compte. Même si ce sont des effets à faible dose, la DSE est la dose sous laquelle on n'observe aucun effet, même perturbateur endocrinien. Et une dernière chose qui pourrait poser problème, c'est le fait que dans les solutions utilisées par les agriculteurs, on ne trouve pas que le produit actif, comme le glyphosate par exemple. On trouve aussi d'autres agents comme des solvants, des agents antimoussants ou des tensioactifs, on appelle ça des coformulants. L'EFSA évalue les matières actives comme le glyphosate, mais ce sont les agences nationales, en France l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui évaluent les coformulants ainsi que les formulations, et qui donne ensuite une autorisation de mise sur le marché à chaque formulation. L'ANSES autorise les produits avec des normes à respecter, des doses maximales, un nombre d'usages maximal par an, des conditions d'emploi spécifiques, voire des usages du produit qui sont interdits dans certaines conditions.
Dans le cas du glyphosate, certaines formulations contenaient du polyoxyéthylène-amine, ou POEA. Le POEA, c'est un tensioactif. En fait, utilisé seul, le glyphosate, il a une efficacité assez faible, parce qu'il doit pénétrer dans la plante pour agir. Et les tensioactifs, ils facilitent la pénétration du glyphosate dans la plante, et rendent donc le produit bien plus efficace. Le problème du POEA, c'est qu'on a remarqué qu'il est plus toxique que le glyphosate. L'EFSA a été mandatée en novembre 2015 par la Commission européenne pour évaluer le POEA et en a conclu qu'on manquait de données pour pouvoir conclure à une absence de risque. L'ANSES de son côté a tiré les mêmes conclusions début 2016, concluant que des risques inacceptables pour la santé humaine ne pouvaient être exclus. Ça ne veut pas dire qu'il y a des risques, mais comme on ne peut pas les exclure, on applique le principe de précaution. Et oui, on parle souvent d'appliquer le principe de précaution pour justifier une interdiction de certains produits, comme le glyphosate, mais en réalité, le principe de précaution, il est déjà appliqué. On n'autorise pas un produit avant d'avoir suffisamment de données sur sa toxicité. Et si on a une incertitude ou qu'un risque est identifié, le produit n'est pas autorisé. Ou alors il est retiré ou son usage est mieux régulé. Évidemment, les agences ne sont pas parfaites. Il arrive que des risques ne soient identifiés qu'après l'autorisation du produit. Néanmoins, ces cas sont rares et le travail des agences s'améliore d'année en année, avec des évaluations de plus en plus précises et la prise en compte de plus en plus d'éléments. En conclusion, le glyphosate aux doses auxquelles il est retrouvé ne pose pas de risque pour votre santé, et qu'il soit présent dans vos urines ne met absolument pas votre vie en danger. Et c'est le cas pour la plupart des produits phytosanitaires. Le travail des agences de sécurité sanitaire, l'EFSA et l'ANSES en particulier pour la France, font que notre alimentation est de plus en plus sûre.